Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Foi et Raison. Je suis de retour avec Thierry Magnin, qui est donc physicien et théologien, ancien secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France, président recteur délégué de l'Université catholique de Louvain. Vous avez écrit De récemment Foi Lille, et de Lille, neurosciences. de De Lille, Lille, pas pardon, de de Louvain, Lille, pas de hein. Louvain, oui, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est chez moi. Et donc, vous avez écrit Foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant récemment. Et aujourd'hui, maintenant, je vais vous poser deux autres questions, si vous voulez bien, sur ces rapports-là entre foi et science. Et ma première question, c'est la suivante. Vous dites en fait que la conscience et même le libre arbitre sont des sujets qui ne sont plus réservés qu'aux philosophes, aux métaphysiciens ou aux théologiens. Euh, En fait, du coup, que montrent les neurosciences à ce propos-là? En effet, il y a encore pas mal de temps, quand on parlait de la conscience humaine, c'était le domaine des philosophes et des théologiens. Mhm. Et les neurosciences, dans leur progression, s'intéressent évidemment différemment à la conscience. Ils ne vont pas avoir les mêmes approches. En tout cas, ils s'intéressent à l'accès à la conscience, hein. Et ils s'intéressent d'ailleurs au mécanisme d'accès à la conscience. Ils ne vont pas définir ce qu'est la conscience, mais ils vont quels sont les mécanismes par lesquels on accède aux divers degrés de conscience d'ailleurs, hein. Et en particulier, les sous-tend, y compris biologiquement, hein, ces degrés de conscience, ces accès de conscience, hein. En faisant la remarque suivante, que des neuroscientifiques comme Antonio Damasio et beaucoup d'autres font tout de suite, il faut avoir déjà une conscience pour s'intéresser à la conscience de l'homme, hein. Il faut déjà avoir une conscience pour s'intéresser à la conscience. Autrement dit, on voit bien que euh, on ne sera jamais au-dessus de la conscience. On ne regarde pas la conscience comme si on était au-dessus. Il faut avoir une conscience pour regarder la conscience. L'homme fait partie, avec sa conscience, fait partie de l'objet d'analyse. Ça, c'est la complexité, hein. Ce qui fait que l'homme ne pourra jamais avoir le dernier mot sur sa conscience, puisqu'il faut une conscience. Vous voyez, c'est un peu se mordre la queue d'une certaine manière, hein. Mais on peut avoir accès à. Et puis, ce que montrent les neuroscientifiques depuis longtemps et qui est extrêmement intéressant, dans la foulée d'ailleurs des psychologues qui travaillent de nouveau beaucoup mieux ensemble, c'est l'inconscient. Alors, l'inconscient de Freud, c'est l'inconscient des psychologues, si je puis dire, hein, et l'inconscient cognitif, diront des gens comme Lionel Nakache et beaucoup d'autres, Stanislas Dehaene et autres, c'est justement tout notre cinéma intérieur dont nous n'avons absolument pas conscience et qui pilote très vite, d'ailleurs, de manière très agile, une très grande partie de nos actions. On peut en avoir une idée lorsqu'on est au volant de sa voiture. Heureusement qu'on n'a pas conscience de l'ensemble de tous les réflexes et de tous les gestes que nous faisons, sinon on serait complètement fatigué, hein. Il y a une espèce de pilote automatique, hein. Et on sait que de l'inconscient, de notre cinéma intérieur, surgissent beaucoup d'éléments qui sont des biais d'ailleurs, qui vont jouer sur notre propre liberté. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que les neuroscientifiques essayent de montrer qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand nous prenons une décision. Alors jadis, on pensait aux expériences de Libet, qui avait montré que dans les réactions spontanées qui sont les nôtres, il y avait une forme de liberté sous forme d'un droit de veto, mais il n'y avait pas grand-chose, hein, même au-delà de cela. Mais depuis, les neuroscientifiques ont fait beaucoup de progrès pour regarder qu'est-ce qui se passe quand on fait un discernement, quand on a un choix à faire, hein. Je pense aux travaux, par exemple, d'un Philippe Damier, qui montre de manière assez forte, hein, bon, tout ça est balbutiant encore, les neurosciences, c'est pas encore, voilà, mais c'est une belle recherche qui montre les différents stades par lesquels on peut discerner, par lesquels des éléments, des biais cognitifs, il est en capacité, les neuroscientifiques sont en capacité de montrer par les mécanismes d'accès à la conscience les types de biais cognitifs, hein, qui entrent en jeu. Alors, qu'est-ce que c'est les biais cognitifs? Eh bien, c'est par exemple nos stéréotypes qui jouent et puis qui nous formatent d'une certaine manière. On le savait déjà, mais c'est intéressant
de voir comment les mécanismes même sont montrés ici, les stéréotypes, le dernier qui a parlé qui a raison, ou au contraire l'excès de confiance. Voilà, il y a tout ce qu'on appelle ces biais cognitifs, et il montre comment aussi petit à petit nous pouvons être capables d'en prendre conscience, de prendre du recul, en tout cas par rapport à un certain nombre de biais cognitifs. Et dans mon ouvrage, du coup, j'essaye de montrer comment cette approche des neurosciences, alors tous les neuroscientifiques ne sont pas d'accord là-dessus. Je cite surtout Antonio Damasio, qui est certainement un de ceux qui a le plus travaillé ces liens entre le senti, le ressenti, les sensations, l'émergence des idées, l'émergence de la conscience, hein. Mais d'une manière générale, comment ces accès à la conscience et ces divers degrés d'accès de la conscience sont d'une part très largement enracinés dans notre biologie, mais ne s'arrêtent pas là aussi à l'aspect purement mécanisme biologique et sont bien plus complexes que ça, comme ce que nous avons expliqué précédemment, et comment les fameux biais cognitifs peuvent être finalement travaillés, en tout cas par notre cerveau. Merci. Alors, ma deuxième question, c'était la suivante. C'était, en fait, vous consacrez dans votre dernier livre un chapitre sur la question du discernement, donc, et vous réalisez un croisement entre, d'une part, la méthode ignatienne, donc de Saint Ignace de Loyola, et d'autre part, donc, les neurosciences. Donc, que peuvent nous dire Saint Ignace et les neurosciences sur la réalisation de nos choix, sur nos prises de décision? Est-ce que vous pouvez dire quelques mots en plus par rapport à Oui, cela? bien sûr. Alors, il faut évidemment aller regarder de manière plus détaillée que les quelques mots que je peux dire ici, mais c'est très intéressant. Quand j'ai montré à des neuroscientifiques qui s'intéressent et qui travaillent sur l'accès à la conscience, hein, pour un discernement, quand j'ai montré les étapes du discernement ignatien, ils ont dit, mais c'est pas possible, on pensait comme ça au XVIe siècle. En plus, dans l'Occident chrétien, où la place du corps n'était pas si évidente que ça. Dans la démarche ignatienne, on pense en termes de senti, de sensation, de mouvement, de motion intérieure, hein. On pense aussi avec son corps, hein, dans la démarche ignatienne, hein. Et puis, évidemment, les étapes de prise de recul, de la pesée des arguments qui nous viennent, et puis cette étape extraordinaire, l'état d'indifférence, qui n'est pas un état où on s'en fout, mais qui est un état où on essaye de donner aux alternatives d'un choix le plus de liberté intérieure possible. Et c'est assez saisissant de voir comment les neurosciences, non pas, sont pas là pour prouver la démarche ignatienne, c'est pas ça l'objectif, mais il y a des consonances, par exemple, dans déjouer les biais cognitifs, comme je l'expliquais juste précédemment, hein. Et c'est très intéressant aussi de voir, j'essaye de montrer ça, c'est vrai dans la démarche ignatienne, mais c'est vrai dans l'Évangile, par exemple, ou dans toute la Bible, comment le Dieu de l'Alliance, comment Jésus aide ses apôtres à déjouer leurs biais cognitifs, hein. C'est-à-dire, par exemple, leurs stéréotypes, leurs atavismes, leur façon de réagir fermée, ne comprenant. Et comment nous avons, on pourrait dire que les neurosciences nous montrent que nous avons les capacités d'ouverture et puis que le souffle de l'Esprit de Jésus, par exemple, vient ouvrir ces capacités, vient leur donner. Et c'est ça qu'on a dans le discernement ignatien, c'est-à-dire c'est bien une réflexion personnelle au souffle de l'Esprit Saint qui n'est pas simple, qui n'est pas déconnectée de nos capacités neuronales, de nos capacités biologiques. Vous voyez, quand je parle d'alliance entre la chair et l'esprit, et quand on dit dans le christianisme que nous sommes profondément incarnés, ben oui, nous sommes profondément incarnés. Et c'est jusque dans notre chair que tout cela se manifeste. Et je trouve que c'est intéressant de voir que les neurosciences peuvent nous donner des outils, des manières de comprendre notre façon de fonctionner et que ça vient non pas contredire ou annihiler des grandes traditions comme la démarche spirituelle selon les exercices spirituels de Saint Ignace, mais ça vient comme les renforcer l'un l'autre, chacun avec sa manière de voir, bien entendu. Il ne s'agit pas de les mélanger. Et ça, je pense que c'est aussi un grand service pour notre propre recherche de liberté personnelle, communautaire,
Bien sûr, je n'ignore pas les grands conflits entre foi et raison à l'intérieur de l'histoire des sciences et des scientifiques, avec depuis Galilée, Darwin et bien d'autres. Bien sûr que tout n'est pas résolu, mais il y a finalement plus d'alliances qu'on ne l'imagine. Et là, j'essaye d'en montrer un certain nombre qu'il faut continuer de travailler, bien sûr, c'est modestement, mais il me semble extrêmement intéressant pour l'homme d'aujourd'hui en quête de sens. Parfait, merci beaucoup. Donc, je rappelle aux auditeurs, à ceux qui nous regardent, que on peut aller un peu plus loin en lisant votre livre Foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant. Je vous remercie beaucoup, Père Thierry Magnin, pour cette belle interview avec des éléments très intéressants. Et je dis à bientôt à tout le monde. Au revoir. Merci à vous, merci à tous.